Mardi 7 avril 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. Dans les actualités de ce soir, 4 personnes ont été recensées comme ayant perdu la vie à la suite d'accidents de la circulation survenus durant le week-end de Pâques, selon un bilan provisoire. De nombreux blessés sont également à déplorer à la suite de ces accidents survenus à Antananarivo et ses environs. Parmi les cas les plus marquants figure l'accident qui s'est produit sur la digue d'Ambuchmanzak qui a fait 3 morts. Les détails avec Aniana Martina. Plusieurs zones d'Antananarivo et de ses alentours ont été le théâtre d'accidents de la circulation durant le week-end de célébration de Pâques. L'un des accidents les plus graves s'est produit sur la digue d'Ambuchmanzak dans la soirée du samedi 4 avril. 3 membres d'une même famille ont perdu la vie, un homme de 32 ans, son épouse de 29 ans et leur enfant âgé de seulement 3 ans. Un autre enfant du couple a été blessé et suit actuellement des soins. L'accident a été causé par une collision entre un camion appartenant à une entreprise et le véhicule de cette famille, provoquant ce drame particulièrement meurtrier. Outre cet accident sur la digue d'Ambuchmanzak, un autre accident mortel a été enregistré hier, lundi de Pâques, sur la route nationale numéro 2 à Mbumangakili. Un jeune homme a perdu la vie alors qu'il circulait à moto. Selon des témoins, l'excès de vitesse serait à l'origine de l'accident. En dehors de ces pertes humaines, d'autres accidents ayant fait des blessés ont également été signalés sur la route numéro 2. 2 motos ont fait la course alors que les conducteurs étaient en état d'ivresse. Ils ont percuté un piéton près d'une station-service à Mbumangakili. Selon les premières analyses, le non-respect des règles de prudence, la consommation d'alcool et l'excès de vitesse figurent parmi les principales causes de ces accidents. Page économique, l'OMH et l'État sont actuellement en train d'examiner l'amélioration du mécanisme d'ajustement des prix selon les déclarations de son directeur général aujourd'hui. Il a également confirmé que le navire transporteur de carburant Advantage Passion est attendu en début de la semaine prochaine. Les détails avec Ruth Christelle Rakoutumalal et Aniana Martina. Le directeur général de l'OMH a déclaré aujourd'hui que le mécanisme d'ajustement des prix ainsi que le plafond de 200 arrières appliqué à la hausse ou à la baisse des prix du carburant instauré par le précédent régime ne sont plus adaptés à la situation actuelle. Il a précisé que ce mécanisme avait été conçu pour une période normale et non pour une période de crise comme celle que nous traversons actuellement. Il a ajouté que l'État et l'OMH poursuivent les réflexions pour améliorer ce mécanisme et qu'en attendant, les prix du carburant restent inchangés. Concernant l'approvisionnement en carburant, l'arrivée du grand navire transporteur Advantage Passion est prévue pour ce lundi et aucune pénurie n'est à craindre d'ici là. Parlons santé, moins de 10 000 doses de vaccins contre le Mpox ont été utilisées à Madagascar au cours du premier mois de campagne de sensibilisation, alors que le pays dispose de suffisamment de doses pour vacciner jusqu'à 140 000 personnes. C'est l'alerte lancée aujourd'hui par le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé ou OMS à Madagascar. Une situation préoccupante car l'approvisionnement futur dépend de l'utilisation des vaccins déjà disponibles, a-t-il précisé lors de la déclaration de la Journée mondiale de la santé. Le point avec Aniana Martina. Le taux de vaccination contre l'épidémie de Mpox reste actuellement très faible à Madagascar, selon le représentant résident de l'OMS dans le pays. L'OMS a également interpellé les autorités aujourd'hui en rappelant que Madagascar a reçu des vaccins permettant de couvrir 140 000 personnes, mais que moins de 10 000 ont été administrés en un mois depuis leur arrivée. Permettez-moi de faire une parenthèse sur les Mpox qui circulent dans le pays, où nous avons reçu des vaccins, mais la vaccination reste encore faible. Nous avons reçu des doses pouvant nous permettre de vacciner à peu près 140 000 personnes. Mais nous sommes encore à moins de 10 000 personnes qui sont vaccinées. Le représentant résident de l'OMS a aussi rappelé que si les vaccins importés ne sont pas utilisés, ce qui démontrerait leur réelle nécessité pour Madagascar, les livraisons supplémentaires pourraient ne plus être assurées. Il est préférable d'utiliser d'abord les doses disponibles afin de pouvoir en obtenir davantage par la suite, a-t-il déclaré lors de son intervention à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. Et l'utilisation de ces doses
nous permettra d'avoir encore des doses supplémentaires. Si on ne les utilise pas pour montrer que nous sommes dans les besoins, ils ne vont pas nous envoyer d'autres doses. Donc utilisons ce que nous avons pour capitaliser la chance d'en avoir plus. Nous sommes déjà à 1 mois du jour où on a lancé la campagne de vaccination et nous espérons que d'ici les mois qui viennent, on pourra utiliser le plus rapidement les doses qui sont disponibles. La vaccination contre le Mpox doit être accélérée, a-t-il ajouté. Les groupes prioritaires sont déjà identifiés, notamment les personnels de santé et surtout les personnes ayant été en contact avec des cas confirmés. On compte environ 3500 cas contacts, mais moins de 100 ont été vaccinés jusqu'à présent, selon les données communiquées aujourd'hui par l'OMS. C'est focalisé sur les personnes contacts, les agents de santé, mais j'insiste sur les personnes contacts. Les personnes contacts, nous avons déjà identifié une affaire de à peu près 3500, mais moins de 100 personnes ont été vaccinées. Et nous le connaissons. Pourquoi ne pas aller identifier, vacciner ces personnes contacts? Monsieur le DPEV, vous n'êtes pas les seuls. C'est tout le monde, nous sommes tous concernés, tous les directeurs qui sont là. On doit réussir, on n'a pas droit à l'échec. Il convient de rappeler que la première livraison de vaccins contre le Mpox est arrivée à Madagascar il y a 1 mois et qu'il avait été indiqué que les agents de santé de première ligne ainsi que les personnes vulnérables seraient prioritaires pour la vaccination. Revenons un peu dans la page économique. Plus de 34 000 chambres d'hébergement sont actuellement recensées à Madagascar selon les données de l'EDBAIM. Les investissements dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration ont quant à eux dépassé les 57 milliards d'ariars et toujours selon les statistiques. Donc ce reportage de Rousistel Regoutmalal. D'après les statistiques de l'EDBM, 4 973 chambres d'hébergement ont été construites en 2025 pour accueillir les touristes. Le nombre total de chambres disponibles à Madagascar s'élève ainsi à 34 365. Par ailleurs, 1521 couverts ont également été créés durant cette même année. Concernant les investissements, ils ont atteint 57 milliards d'ariars pour ce secteur de l'hôtellerie et du restauration. Ces initiatives ont permis la création de 2035 emplois directs et actuellement, environ 60 000 personnes travaillent dans le secteur du tourisme. L'objectif de la construction d'hôtels et de restaurants est de pouvoir accueillir un peu plus grand nombre de touristes à Madagascar. Page divertissement disponible à Madagascar via Canal+. À partir de ce mois d'avril, TV5 Monde propose des programmes à la fois divertissants et éducatifs pour les enfants de 4 à 14 ans. Les explications de Rousistel Regoutmalal et Yves Janel. Depuis sa création en 2012 et son lancement en Afrique en 2016, un enfant sur 2, âgé de 4 à 14 ans, regarde la chaîne TV5 Monde, une chaîne destinée aux pays francophones. Elle propose des dessins animés, des séries, ainsi que des programmes d'apprentissage du français. Elle est désormais accessible à Madagascar via Canal+. Nous avons en premier, il y a vraiment très longtemps, décidé de faire de l'animation africaine un des cœurs de la jeunesse de TV5 Monde. C'est d'abord parce qu'on voulait offrir aux enfants une identité qui leur ressemble, des programmes, des personnages qui racontent leur culture et qui met en valeur leur patrimoine. Mais on fait plus que ça, parce qu'on offre au contenu africain une portée internationale. Alors merci aujourd'hui grâce à Canal, parce qu'on va sur l'océan Indien. Et la série Les Légumes Stars d'Art Piprod, qui est la première production malgache avec qui nous avons travaillé, elle va être visible ici, à Madagascar, elle va être visible sur le continent africain, mais elle va aussi partir à New York, à Los Angeles, à Rio de Janeiro, à Tokyo. Et ça, pour nous, c'est une très grande fierté d'offrir cette visibilité à l'animation africaine. On a de nombreux programmes qui nous viennent de l'Afrique continentale, je pense à la petite Poucou, à Roi Keita, vraiment n'hésitez pas à les découvrir sur TV5 ou sur TV5 Monde+, ils sont disponibles partout.
Si je résumais pourquoi on s'est engagé auprès de l'animation africaine, c'est d'abord parce qu'on voulait faire rayonner la très grande variété de la francophonie. Et on veut aussi participer à la construction de cette culture, de cette industrie culturelle locale et durable. Ça, c'est vraiment très important pour nous d'accompagner les créateurs là-dedans. Et pour nous, ça nous permet directement d'enrichir notre grille de programmes originaux. Selon toujours les statistiques, TV5 Monde est la 6e chaîne la plus regardée, avec une durée moyenne de visionnage de 52 minutes chez les enfants. Dans le cadre du développement de ces activités et de la valorisation de la langue malagasy, Canal+ vise également à diversifier ses programmes. Aujourd'hui, on a 2 chaînes, on va dire, une chaîne généraliste et une chaîne d'enfants. C'est important qu'on ne parle pas que de sport. En général, l'ADN Canal il est toujours orienté sur le sport, mais c'est quelque chose qui est bien. Mais en tout cas, depuis quelques années, on s'intéresse largement à tout ce qui se passe dans le pays. Je ne vais pas parler de ce qui se passe à l'extérieur, mais à Madagascar. Donc, vous connaissez tous qu'on a, depuis 15 ans, implanté dans le pays. On a travaillé pour de la fiction, donc avec la chaîne Novegas depuis 5 ans, où on produit sur place et on développe de la culture sur place avec une douzaine de producteurs. Et on a à cœur de mettre la langue malgache au cœur de nos activités. Donc, on a porté toutes les chaînes nationales sur nos offres. Et il y a quelque chose où la TV5 va un peu devancer, mais on est content d'apporter à la jeunesse quelque chose qu'elle attend depuis longtemps. Aujourd'hui, je crois, si je ne me trompe pas, 50% de la population a moins de 20 ans. Je n'ai pas les chiffres de ceux qui ont moins de 15 ans, mais on peut imaginer que c'est pareil. Donc ça sera à peu près 25% de la population à moins de 25 ans. Et aujourd'hui, quand on est sur cette tranche de population, on peut se dire que la francophonie n'est pas encore arrivée à leur stade, mais il faut leur donner de divertissement. Et donc TV5, les légumes, on parlait de la série qu'a produit Louisette, vont apporter à la jeunesse du divertissement en langue locale. Pour la première fois, des dessins animés en langue malgache qu'on aura traduit ici. Donc on est assez fiers de cet apport à la culture malgache, tout en portant la partie francophonie. Plus de 40 pays francophones peuvent actuellement suivre TV5 Monde. En plus de la télévision, la chaîne est également accessible via une application mobile. Partant à présent à Antsirabe, le Safkumbi, un genre de tauromachi organisé à Tsaramaswanj, dans la commune rurale de Manandoune, a attiré une foule nombreuse tout le lundi de Pâques. Cette manifestation visait surtout à faire connaître au grand public, notamment dans la région du Vaknakaj, le Safkumbi, une pratique culturelle originaire de la région Amurunmani. Plus de 40 zébus ont été affrontés par des pratiquants professionnels venus d'Imadi. Reportage signé Jameson Ranjanarman à Viva Antsirabe. La ville d'Antsirabe dispose de nombreux sites touristiques qui attirent du monde et contribuent à sa renommée, notamment chaque lundi de Pâques. Parmi eux, le lac d'Injakib qui a été très fréquenté en cette période où chacun a profité librement du moment en famille sous un beau temps. En plus des activités autour du lac d'Injakib, beaucoup ont également apprécié le Safkumbi, un genre de tauromachi organisé à Tsaramaswanj dans la commune rurale de Manandoune. C'est la 2e fois que cet événement se tient dans ce nouveau site touristique situé non loin de la ville. L'objectif est de faire connaître à tous, en particulier dans le Vaknakaj, que le Safkumbi est une véritable tradition malagasy issue de la région Amurunmani. Tous les rituels liés à cette pratique y ont été présentés, notamment la bénédiction des zébus par leurs propriétaires ainsi que les cris et encouragements du public pendant les affrontements. L'événement s'est déroulé durant toute la journée du lundi de Pâques. Plus de 40 zébus ont été affrontés par 23 pratiquants professionnels venus d'Imad, dont le plus jeune, Hans, est âgé de 12 ans. Les prestations de l'Etante, les Doliprane et les Tumul y figurent parmi les moments les plus attendus par le public. Selon les informations, le prochain rendez-vous de Safkumbi est prévu pour le lundi de Pentecôte au même endroit. En plus de Safkumbi, divers jeux et autres animations ont été également proposés sur place.
Restons toujours à Antsirabe. Toutes les grandes églises d'Antsirabe étaient pleines le dimanche de Pâques avec jusqu'à 3 messes célébrées. La résurrection de Jésus-Christ appelle les croyants à un changement de comportement car il a vaincu la mort. Cette victoire constitue le fondement de la foi chrétienne. Toujours un reportage de James Orangian-Arman. Outre ceux qui ont assisté au spectacle évangélique et aux prestations de nombreux artistes connus devant la gare d'Antsirabe, beaucoup ont choisi de fréquenter les différents lieux de culte durant cette semaine sainte. À la cathédrale Notre-Dame de Salette, par exemple, l'église était totalement comblée lors de la veillée pascale du samedi soir, à l'issue de la grande messe célébrée par l'évêque d'Antsirabe, Monseigneur Angiatsouave Jean Pascal. Le jour de Pâques, toutes les grandes églises étaient pleines avec 3 offices célébrés dans chacune d'elles. La résurrection de Jésus-Christ exige des fidèles un changement de comportement puisqu'elle a vaincu la mort. Cette victoire constitue le socle de l'identité chrétienne. Du côté de l'église luthérienne malagasy d'Antsirabe, en Taptanan, environ 8000 fidèles ont été recensés lors du premier office de ce dimanche de Pâques. Dans les actualités internationales de ce soir, l'Iran et Israël poursuivaient les échanges de tirs aujourd'hui. Téhéran refusant de rouvrir le détroit d'Ormuz et d'accepter un cessez-le-feu alors qu'approchent les séances fixées par le président américain Donald Trump pour que le pays accepte ses exigences sous peine d'une destruction complète. Les détails avec France 24. À l'approche de l'expiration de son ultimatum à l'Iran, Donald Trump se fait de plus en plus menaçant. Le pays tout entier pourrait être anéanti en une seule nuit. Nous avons un plan, grâce à la puissance de notre armée, selon lequel chaque pont en Iran sera anéanti. Et chaque centrale électrique en Iran sera hors service, en flammes, en train d'exploser, et plus jamais utilisable. Je veux dire une démolition complète. Ces installations sont pourtant vitales à la population iranienne, et selon les accords de Genève, qui régissent les lois de la guerre, les biens de caractère civil ne doivent être l'objet ni d'attaques ni de représailles. Les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaires. Mais des exceptions sont prévues, notamment si l'emplacement, la destination ou l'utilisation des sites visés apporte une contribution effective à l'action militaire, à la condition que leur destruction totale ou partielle, leur capture ou leur neutralisation offre un avantage militaire précis. Mais pour l'ONU, malgré ces dérogations, il y a un principe de proportionnalité qui ne serait ici pas respecté. Même si certaines infrastructures civiles devaient être considérées comme des objectifs militaires, le droit international humanitaire interdirait tout de même les attaques contre celles-ci si elles risquaient de causer des dommages civils excessifs et collatéraux. L'administration Trump, elle, semble ne pas s'embarrasser de ces nuances. Vous savez ce que c'est un crime de guerre? Posséder une arme nucléaire. Permettre à un pays malade, dirigé par des dirigeants déments, de posséder une arme nucléaire. Ça, c'est un crime de guerre. Dans une interview accordée en janvier dernier, le président des États-Unis avait par ailleurs affirmé ne pas avoir besoin du droit international et se fixer pour seule limite sa propre morale. Anne, depuis le début de la guerre, il y a 38 jours, les frappes américano-israéliennes ont déjà visé de ci, de là des cibles civiles. Là, l'administration américaine serait prête à franchir massivement cette ligne rouge ? Apparemment, oui. En tout cas, Donald Trump s'est jamais encombré du droit international. L'entrée en guerre en elle-même n'avait aucune justification légale, pas de résolution au Conseil de sécurité, pas de légitime défense à faire valoir. Alors, au début des hostilités, les Américains et Israéliens semblaient obéir à un plan précis et visaient effectivement des objectifs militaires, sites de lancement de missiles, infrastructures nucléaires, navires iraniens, etc. Ou des cibles politiques, avec l'assassinat ciblé des dirigeants iraniens. La frappe contre une école, vous vous souvenez, au premier jour de la guerre, avait été présentée comme une erreur de ciblage. Sur l'école de Minab. Voilà, et depuis une dizaine de jours, les infrastructures civiles iraniennes, entreprises de médicaments, universités, sites religieux, Institut Pasteur, par exemple, sont de plus en plus visés par l'aviation
retaliation. Sur son réseau social, Donald Trump a à plusieurs reprises menacé d'anéantir le pays, de le ramener à l'âge de pierre. C'est constitutif de crimes de guerre et interrogé sur cette possibilité de commettre de tels crimes. Donald Trump a dit ne pas s'en inquiéter. Les Israéliens ne sont pas en reste. Ce matin, l'armée israélienne prévient la population iranienne qu'elle doit se tenir éloignée des trains et des lignes de chemin de fer, sinon elles risquent leur vie. Dans l'immédiat, de toute façon, c'est la population iranienne qui est en première ligne. Elle affronte à la fois un pouvoir sanguinaire qui a été endurci par la guerre et donc ces frappes américaines et israéliennes. On l'a entendu, Donald Trump estime que les Iraniens réclament encore plus de bombes pour obtenir la liberté, mais rien ne dit qu'une campagne de frappe massive aboutira à la chute du régime iranien. Merci. Et le vice-ministre iranien de la Jeunesse et des Sports, Ali Reza Rahimi, a exhorté aujourd'hui les jeunes Iraniens à former des chaînes humaines pour protéger les infrastructures énergétiques après les nouvelles menaces de Donald Trump la veille. France 24. Certaines images passent le filtre de la censure, comme cette centrale électrique en flammes dans le sud de l'Iran. Mais les frappes contre les infrastructures civiles iraniennes sont bien réelles, au point où le régime en appelle ce mardi à la jeunesse pour les protéger. J'appelle toute la jeunesse, les athlètes, les artistes, les étudiants et leurs professeurs à se rassembler ce mardi autour de nos centrales, qui sont notre patrimoine national, peu importe vos opinions politiques. Les jeunes, les étudiants, les athlètes et les artistes, soit les mêmes personnes qui ont manifesté contre le régime et qui ont été réprimées dans un bain de sang il y a 3 mois. Une répression dont l'ampleur est évaluée à plusieurs dizaines de milliers de morts en quelques jours. Le régime iranien espère certainement capitaliser sur un sentiment nationaliste nourri par les bombardements israélo-américains incessants sur le pays pour provoquer un effet drapeau, à l'image de ce musicien. Le célèbre compositeur iranien Ali Ramzari, virtuose du tar, a annoncé qu'il séjournerait à la centrale électrique de Damavand. Des images utilisées par le régime et les médias d'État, tout comme celle de cette toute petite fille voilée qui récite les éléments de langage de la République islamique devant un missile rose. Et Moscou a accusé hier lundi l'Ukraine d'avoir endommagé le terminal du Caspian Pipeline Consortium ou CPC situé à Novorossiysk, un port russe en mer Noire. Kiev revendiquant bien une attaque sur ce port mais pas le CPC. France 24. Capté par un habitant, un immense incendie s'élève au-dessus du port de Novorossiysk sur la mer Noire. Selon les autorités russes, des tirs de drones ukrainiens en sont à l'origine. Des réservoirs de pétrole et un oléoduc ont été endommagés selon le ministère de la Défense russe, qui accuse Kiev de vouloir perturber le marché de l'énergie. Dans la nuit du 6 avril, le régime de Kiev, dans le but de déstabiliser le marché mondial des hydrocarbures et de perturber l'approvisionnement des consommateurs européens en produits pétroliers, a attaqué le complexe de transbordement maritime de Novorossiysk. Des drones ukrainiens ont également ciblé les infrastructures civiles de la ville, faisant plusieurs blessés. Ce terminal permet d'exporter du pétrole acheminé depuis le Kazakhstan. Selon la Russie, cette attaque fait partie d'un raid mené par plus d'une centaine de drones ukrainiens interceptés par la défense antiaérienne russe dans la nuit du 5 au 6 avril. Des débris de drones ont par ailleurs percuté un immeuble d'habitation de la ville portuaire. Une attaque confirmée par l'Ukraine qui vise régulièrement des sites pétroliers en Russie. Ce lundi, Kiev s'est dit prêt à arrêter ses frappes dans une proposition de trêve transmise par les Américains à la Russie. Tout ce que les Russes peuvent gagner grâce à la flambée des prix du pétrole, ils le consacreront à la guerre. C'est pourquoi chaque sanction que nous imposons à leur capacité d'exporter du pétrole est une décision juste. Si la Russie est prête à arrêter de frapper notre secteur énergétique, nous serons prêts à faire de même.
Depuis le début de l'année, la Russie a intensifié ses attaques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Le pays a subi plusieurs coupures de courant massifs durant un hiver très rigoureux pour la population. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.